chers membres et adhérents de l'association ASCOP, l'association des pharmaciens cliniciens et oncologues en Algérie. Nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui d'être présents dans les dernières journées du congrès international de pharmacie clinique qui se déroule à Strasbourg en France et organisé par la Société française de pharmacie clinique. Et nous avons aussi donc le privilège de recevoir avec nous le président d'honneur, le maître, je peux le dire, mais vraiment sans exagérer, le père fondateur de la pharmacie clinique en France, professeur Jean Callot. Merci d'avoir accepté cette petite interview pour nos adhérents. Et donc, on voulait savoir effectivement, en tant qu'un des membres et père fondateur, aussi bien de la Société française pharmacie clinique et de la pharmacie clinique en France, comment vous avez vu l'évolution de cette pharmacie clinique en France comme ça sur plusieurs années et le résultat que vous avez observé lors de ce congrès. Donc comment vous avez vécu ça et comment vous le ressentez? Alors, la première chose, c'est que moi, j'ai appris un petit peu la pharmacie clinique au Québec. Les Québécois étaient très en avance en termes de pharmacie clinique. Et lorsque les textes ont permis, je dirais, la création et l'ouverture de cette nouvelle branche de la pharmacie hospitalière, j'étais bien embêté parce que je n'avais pas de modèle français. Donc je suis parti pharmacien hospitalier en mission au Québec. Et lorsque je suis revenu, j'ai écrit le premier livre qui s'appelle « La pharmacie clinique, pourquoi, comment ?» et qui essayait d'adapter un petit peu ce que j'avais appris au Québec, mais avec des effectifs complètement différents. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà réglé le problème des pharmaciens cliniciens à l'intérieur des services. D'accord. Donc je rappelle que la pharmacie clinique, c'est la pharmacie au lit du malade. C'est ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas être fait dans la pharmacie hospitalière. Ce sont des pharmaciens qui s'exportent et qui essayent de vérifier, enfin pas de vérifier, mais de collaborer avec les médecins pour voir si les contre-indications, les interactions, les posologies ne nuisent pas, ne peuvent pas nuire, je dirais, aux patients. Et donc c'est une sécurité extraordinaire pour le médecin, puisqu'on est dans une ère de judiciarisation. Lorsqu'il y a une erreur qui se fait, bien évidemment il y a un problème. Et donc alors, là, on est dans les années 80. Alors 1985, le premier livre. Là, on est en 2022. Oui. C'est-à-dire, il y a presque 30 ans. Ça fait 30 ans, mais c'est absolument extraordinaire. Oui. C'est-à-dire qu'il se développe dans les CHU maintenant, il y a une dizaine de pharmaciens cliniciens, que ce soit à Lille, que ce soit à Nantes, à Grenoble, bien sûr. On a été à un moment donné, je dirais très en avance, mais on a beaucoup essaimé, beaucoup formé d'élèves. Et donc c'est une satisfaction et une fierté pour la génération que je représente. Je n'étais pas seul, hein. Il y avait Roger Leberge, il y avait Marie-Claude Sauc, il y avait Gilles Olanier, il y avait Pierre Sado, il y avait d'autres collègues qui ont participé à ce développement, j'en oublie. Mais donc c'est cette génération qui a posé les bases de la pharmacie clinique, ce qu'on appelle la tarte, et puis après se sont développés et se sont engouffrés tous les jeunes parce que on le voit bien, plein de CHU, plein d'équipes, effectivement essayer de copier ou voir un peu adapter le modèle du CHU de Grenoble ailleurs dans les grands autres CHU de France. Et on le voit aujourd'hui effectivement, plein de réflexions et surtout de projets mis en place. Et donc là on est en train de parler de nouvelles pratiques pour le pharmacien, il y a une nouvelle loi, peut-être des arrêtés qui sont en cours. Comment vous les voyez? Est-ce que c'est comme vous l'aviez imaginé il y a une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années? Est-ce que vous en êtes satisfait? Alors peut-être, je dirais, pour le développement de la pharmacie clinique, quand on essaye d'implanter la pharmacie clinique, les médecins ont toujours peur un petit peu de voir les pharmaciens prendre, je dirais, leur place. Donc il y a eu de la résistance? Non, mais alors, la résistance, elle existe quand on ne se connaît pas. Au contraire, maintenant, il faut véritablement que les médecins, et maintenant, ça y est, c'est fait, comprennent qu'il n'y a absolument aucune ambition, je dirais, de les remplacer, mais au contraire, d'essayer de collaborer, essayer de leur rendre service, je dirais, dans la sécurisation de leurs prescriptions. Et ça, c'est un confort extraordinaire. Alors, quand les médecins ont parfaitement compris ça,
non seulement ils sont favorables, mais ils réclament les pharmaciens. Et ça, on a passé ce cap. Mais on a rencontré des résistances au départ, bien sûr, mais par manque d'explication et surtout par manque d'expérience. C'est ce que j'allais vous dire, énormément peut-être de communication pour préparer cette approche. Alors, de la communication, certes, mais attention, la communication, c'est un faux habit, c'est surtout de la compétence, Oui. et puis de la diplomatie, et surtout de la complémentarité et de l'intelligence dans les relations avec nos amis et collègues médecins. Et donc, quand ça se passe bien comme ça, et qu'on fait partie de l'équipe médicale, et c'est le médecin qui prescrit et qui décide et qui diagnostique. Dans la prescription, il a besoin, parce qu'on ne peut pas connaître tous les médicaments, c'est pas possible. Il y a bien une monographie, donc quelqu'un s'occupe un petit peu, je dirais, de la sécurisation de la prescription faite par le médecin. C'est un élément fondamental et les médecins le comprennent bien. Il faut bien jeter les bases de cette collaboration et de cette confiance. Ça me fait rappeler effectivement Bruno Charpia qui me disait un des éléments qu'on pourrait effectivement présenter à ces médecins, c'est de se dire il y a plus de 3 millions d'interactions qui sont référencées sur certaines bases. Est-ce qu'on ne pourrait pas se les partager pour faire des barrières de sécurité afin de sécuriser la thérapeutique des patients? Oui, Nabil, il n'y a pas que les interactions. Les interactions, ça a été un peu la tarte à la crème. Mais les interactions, c'est comme le code de la route, hein. C'est-à-dire qu'il y a un code, il y a des feux orange, il y a des feux verts, il y a des stops. Maintenant, l'intelligence artificielle permet d'avoir accès aux interactions. Il y a des interactions qui sont dangereuses, d'autres qui ne le sont pas, qui sont référencées, mais qui ne sont pas du tout, je dirais, à considérer en tant que telles, mais à gérer. Donc c'est un peu comme quand il y a des croisements sur la route, les voitures se croisent, elles ne se tamponnent pas forcément. Donc le code de la route, les pharmaciens le connaissent, ou doivent le connaître. C'est ça. Et puis maintenant, on est très aidé par les mobiles, par les ordinateurs, par l'intelligence artificielle. Le problème, c'est pas de faire sortir l'interaction, c'est de la gérer. C'est ça. C'est d'essayer de voir si cette interaction par rapport à un patient donné, il y a un risque, donc ce n'est pas uniquement livresque. C'est quelque chose qui doit prendre en compte, je dirais, la physiopathologie du patient. Donc ça nous remet effectivement du cœur le métier du pharmacien clinicien, de prendre cette partie un peu patient dans sa globalité. Donc voilà. Le médicament n'est qu'une partie effectivement de notre approche et de l'intérêt que nous portons à cette discipline. Donc là, effectivement, je ne vais pas trop vous retenir parce qu'effectivement, c'est la dernière journée, c'est un peu dur. Donc merci de nous avoir vraiment accordé ces quelques minutes. Je vous avais demandé effectivement de nous faire part un peu d'une réflexion. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans une petite interview de 5 minutes. Comment surtout un peu donner un modèle que vous avez eu en France dans les années 80 où le pharmacien était limité, cantonné à la gestion de ces produits pharmaceutiques. Vous en étiez un des chefs de service. Et cette pharmacie hospitalière, donc elle s'est segmentée, elle s'est spécialisée de la stérilisation, de la préparation centralisée des chimios et la partie pharmacie clinique qui, nous l'avons vu, hein, et c'est vrai que pour nous, nos collègues français sont quand même un modèle à copier, à adapter effectivement à notre culture algérienne pour pouvoir effectivement apporter ses compétences pour le patient et le soignant algérien. Donc, alors la pharmacie hospitalière, c'est la base. C'est la base. C'est le pharmacien qui gère les médicaments, il les achète, il les dispense ou il les distribue. Quand il n'y a pas de compétences, il le distribue, ça c'est une catastrophe. Donc il faut qu'on aille vers la dispensation, c'est-à-dire la prise en compte des patients. Et donc on a, comme chez les médecins, il y a des rhumatologues, il y a des gastroentérologues, il y a des cardiologues, il y a des endocrinologues. On voit maintenant que la pharmacie hospitalière, il y a des gens qui sont spécialisés dans les dispositifs médicaux, dans les médicaments, dans la préparation des cytotoxiques, dans la pharmacie clinique, stérilisation, je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc on a maintenant des spécialités. Celui qui fait de la stérilisation, il est occupé à plein temps et il ne revient pas, comme le rhumatologue ne va pas faire de la cardiologie. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre qu'on est arrivé maintenant à des spécialisations dans le domaine de la pharmacie hospitalière, même si le fond de tarte qui est vraiment ressenti par les directeurs, c'est la gestion. Mais la gestion,
Il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une bonne utilisation des médicaments et d'éviter le gaspillage. C'est ça. Et ça, les vrais économistes font dans les services. On ne peut pas accepter d'avoir des armoires pharmaciques qui sont pléthoriques, où il y a des gaspillages. Donc ça, c'est des éléments. Et ça ne peut se faire que dans le service. Donc il faut que les pharmaciens et les préparateurs puissent s'intéresser à ce qui se passe dans les services. D'où les règles de bon usage. Ben, écoutez, merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment tout fier d'avoir pu poser ces questions à notre maître, professeur Jean Callot, pour lequel nous souhaitons vraiment longue vie, une bonne santé et surtout de rester pour nous inspirer, parce que c'est quelqu'un qui reste très actif. C'est toujours un plaisir, professeur, de vous voir. Merci Nabil et bonne chance aux pharmaciens algériens. Merci.